Jonathan Alberi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Mon nom est Jonathan Alperi, je suis photographe de guerre depuis maintenant 19 ans. Je suis né en France, mais j'ai grandi aux États-Unis. Et le dernier conflit que je viens de couvrir, c'est celui du Nagorno-Karabakh en Arménie. Ce conflit était intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est en fonction de si on se positionne sur des raisons géostratégiques par rapport à comment la Russie fonctionne dans la région, comment la Turquie est en train de déplacer ses pions. Et aussi comment l'Arménie a loupé le coche sur pas mal de décisions politiques, en particulier par rapport à son Premier ministre, Nicole Pachinian, qui, à mon avis, n'a pas su ou n'a peut-être pas eu l'intelligence ou n'a pas compris exactement comment les choses fonctionnaient au niveau purement stratégique. Donc du coup, l'Arménie a, assez peu de temps, été balayée et a perdu une bonne partie du Karabakh. La guerre au Karabakh, évidemment, est un vieux conflit. Le premier conflit s'est passé dans les années 90. Qui a été une victoire de l'Arménie avec très peu de moyens. Une des raisons pourquoi je disais à l'instant que l'Arménie a été incapable de comprendre la situation, c'est que par exemple, les 20 dernières années, l'Azerbaïdjan a accumulé, comment expliquer ça, déjà un armement considérable. S'est armé jusqu'aux dents en achetant aux Israéliens, aux Russes, aux Français, aux Turcs, en allant tout le monde, donc en allant sur tous les marchés, mais aussi en se réajustant de manière géostratégique dans la région, qui est très compliquée, grâce au pétrole qu'elle a, avec Bakou, tout ça. Donc ça la met dans une situation d'avantage comparée à l'Arménie, qui n'a aucune ressource naturelle, qui est coincée complètement entre des ennemis, une Géorgie qui n'est pas très alliée avec elle, parce que la Géorgie s'est déplacée un peu vers l'Occident, en tout cas avec la guerre de 2008 et ce qui s'est passé, enfin en tout cas elle a essayé, et une Russie qui est évidemment omniprésente, mais qui garantit sa sécurité. Évidemment, de point de vue stratégique, à nouveau, Pachinian n'a pas su comprendre de manière très étrange que finalement l'Arménie ne pouvait pas prendre de décisions militaires ou politiques au sens propre du terme sans demander aussi d'une certaine manière l'avis des Russes. Parce que les Russes protègent le pays, mais de manière géographique, l'Arménie, elle est où est-ce qu'elle est, il n'y a pas vraiment de choix. Se retourner vers l'Europe n'a pas vraiment grand sens, en tout cas, de manière aussi ouverte que Pachinian voulait faire. En gardant ça dans notre esprit, on se rend compte que sur le terrain, l'armée arménienne était sous-équipée. Ses efforts militaires pour essayer de contenir les percées sur le terrain de l'armée azerbaïdjanaise ne suffisaient pas. Par exemple, on voyait beaucoup de volontaires. Mais il n'y a jamais eu l'armée arménienne qui s'est vraiment engagée militairement de manière consistante pour essayer de renverser la vapeur. Donc, par exemple, je me souviens, on voyait beaucoup de renforts de ces volontaires qui venaient d'Arménie pour aller se battre au Karabakh. On les avait mis dans des bus qui étaient utilisés dans le domaine civil, qu'on voit à Yerevan, tout ça, de couleur rose. Et on voyait ces bus se balader jusqu'aux lignes de front pour aller déposer les types. C'est pas sérieux. Non seulement la couleur va pas, parce qu'on ne peut pas le camoufler, mais aussi parce qu'à ce moment-là, il fallait avoir ses propres transports de troupes, ce qu'ils n'avaient pas forcément et qu'ils n'étaient vraiment pas prêts. Du côté azerbaïdjanais, non, la différence était flagrante. Un matériel absolument moderne, avec du matériel ancien évidemment, mélangé, mais aussi avec beaucoup plus de troupes. Là, il y a quoi, 10 millions d'Azéris, je pense, je peux peut-être me tromper, tandis que l'Arménie est descendue en dessous des 3 millions. Donc ils n'avaient pas le nombre de soldats aussi pour soutenir leurs pertes. Et malgré ça, sur le terrain, les troupes du Nagorno-Karabakh se sont accrochées très vigoureusement à leur position et sont morts par milliers. Alors, moi, j'ai passé un mois, donc un peu plus de 4 semaines sur les 6 semaines, donc j'ai vécu des combats assez sérieux. C'était quand même une guerre de haute intensité, dans la mesure où les combats étaient constants, et des combats qui ont fait beaucoup de pertes assez rapidement. On peut revenir sur le nombre de morts qui, à mon avis, est très en dessous de la réalité. En tout cas, ce qui a été dit publiquement est très en dessous de la réalité. Et
ça s'est réglé surtout à coups de bombardements, donc de grades, de mortiers, de missiles Schmerz, de l'aviation et bien entendu les fameux drones, dont on reviendra un peu plus tard, j'imagine. Euh, les Arméniens se sont vraiment accrochés, évidemment c'est leur terre, donc il y a leur village, leur famille, donc ça c'est normal. Mais finalement on s'aperçoit que malgré la ténacité de ces soldats, ça suffisait pas, ça n'a pas suffi. Et en particulier, les moyens technologiques qui ont été mis en œuvre ont vraiment retiré les avantages qu'ils avaient, par exemple sur la protection du terrain, dans les montagnes, dans des bunkers, dans des tranchées, tout ça. Évidemment, tout ça n'a pas suivi. Les guerres asymétriques aujourd'hui, évidemment, sont très présentes, probablement dans une mesure où il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent librement. Alors, pas seulement à cause des médias qui font pas toujours leur travail, mais aussi les États qui profitent des réseaux sociaux, par exemple, pour injecter, je pourrais dire même presque du poison, et dire un certain nombre de non-vérités, et ça marche très bien. Donc il y a ce côté propagande qui fonctionne très bien. Par exemple, quand Erdogan dit des choses publiques et dit que c'est pour la bonne cause, pour résumer, évidemment, il ne nous parle pas à nous. Nous, on ne va pas le croire, parce qu'on a un autre concept. Mais il va parler à une bonne partie de sa population qui le soutient, qui est une population plutôt des petites villes ou plutôt reculée de la Turquie, qui va prendre en argent comptant ce qu'il dit. Donc pour ça, ça fonctionne très bien. Du côté des Azerbaïdjanais, c'est la même chose. Enfin, il y a des mensonges ou des choses qu'ils disent qui sont complètement aberrantes. Mais ils nous parlent pas à nous en tant qu'occidental, mais ils parlent à leur peuple à eux. Faut toujours se mettre ça en tête. Après, ce qui est très intéressant au niveau purement technique et militaire, c'est donc l'utilisation des drones, comme vous l'avez dit, à un tel point où ils ont su, si vous voulez, la guerre du Karabakh, c'est une drôle de chose. C'est une très vieille partie du monde, au sens civilisationnel. Ces peuples se font la guerre, bon, les Turcs plus tard, parce qu'il n'y en a pas avant l'an 1000, un peu les Seltchouks, c'est plus tard. Mais cette zone a toujours été très convoitée entre les Arméniens, les Byzantins, les Romains, les Perses, ou même l'islam. Donc tout ça, il y a toujours eu la guerre dans cette zone. Elle existe encore aujourd'hui. Donc il y a ce côté presque antique de la guerre. C'est un vieux peuple, c'est dans des montagnes, ça fait vraiment antiquité. Mais il y a cette nouvelle technologie qui s'est offerte à eux pour les Azéris pour gagner la guerre. Et c'est là où on voit où les Israéliens qui ont vendu des armes, et alors les Turcs évidemment, à mon avis, ont été très heureux de voir comment tout ça fonctionnait, en particulier sur le terrain. Parce que c'est comme ça qu'on sait si les armes sont vraiment utiles ou pas, c'est qu'on les utilise dans des situations qui sont véridiques. Donc par exemple, l'utilisation des drones est très intéressante dans la mesure où maintenant on s'aperçoit que finalement, une aviation traditionnelle avec des pilotes est devenue complètement obsolète. Et on peut maintenant gagner des conflits, en tout cas nous aider un État-nation à gagner des conflits en en incorporant dans son système offensif et défensif des drones. Je pense que les Américains le faisaient avant, les Israéliens, c'est vrai, c'est pas nouveau, ça date pas de la guerre du Karabakh. Mais là, on a vraiment l'impression que ça a été utilisé en masse et de manière beaucoup plus consistante. Et je pense que là, on est en train de s'apercevoir à quel point le robot, la robotique est en train de prendre le dessus sur l'homme, sur le conflit. Donc là, on a vraiment des portes ouvertes sur ce qui nous attend. Alors les leçons politiques, elles sont multiples. Je pense que on peut prendre ça en plusieurs parties. En ce qui concerne l'Europe, on remarque que l'Europe ne sert strictement à rien quand il s'agit de géostratégie, mais au sens fort du terme, au sens militaire du terme, l'Europe est insignifiante et elle peut gesticuler et dire des choses, tout le monde s'en fout. Je pense qu'on en est presque là. Les États-Unis, donc ça vaut même pas la peine de parler des Européens, on peut les mettre directement de côté. C'est très triste d'ailleurs. Pour les Américains, ça a été une période d'élection. Donc les Américains étaient focusés sur leurs élections qui ont été des élections historiques, comme tout le monde le sait, avec énormément de tensions. Et franchement, aller envoyer des soldats américains ou utiliser des ressources militaires américaines pour aller guerroyer là-bas, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, tout le monde demande à 95% des Américains où est le Nagorno-Karabakh. À mon avis, je crois que c'est clair. Enfin bon, c'est comme ça.
Il y a la Russie qui manœuvre toujours, et c'est quand même sa zone d'influence, le Caucase. Donc c'est normal qu'avec l'Arménie, ils ont toujours eu une relation assez soutenue, une relation historique qui date de pas mal de temps, et ça a toujours été des alliés de confiance. Donc ça ne change pas. Le problème, c'est la Turquie, bien entendu. Erdogan est en train de bouger ses pions avec, à mon avis, des ressources politiques et militaires qui sont beaucoup plus petites qu'il le dit de manière publique. Et là, on voit que le sultan, comme on dit, bon, c'est un tout petit sultan alors, hein, parce que c'est pas, si on compare au sultanat du XVIe siècle de l'époque ottomane, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes mesures. On voit là, à mon avis, on s'aperçoit que les Turcs sont désespérés dans la mesure où leur économie a été complètement détruite. Erdogan n'a pas su gérer les différentes crises économiques. À mon avis, n'a pas su aussi diversifier son économie de telle manière qu'il pourrait au moins survivre à des grandes crises économiques. La Turquie, je crois que ses deux premiers exports, c'est l'or et les pièces détachées de camions. C'est sympa, mais enfin bon, ça va pas très loin. Et le tourisme. Bon, le tourisme, il suffit d'un attentat pour que le tourisme disparaisse. Donc c'est pas solide non plus. Alors évidemment, moi je pense personnellement que Erdogan, on l'estime puissant parce qu'on le laisse. Alors, évidemment, il fait partie de l'OTAN, ce qui est problématique. Il a aidé les islamistes en Syrie, on le sait. Poutine a stoppé ça. Donc on a quand même un allié qui n'en est pas un en fait et qui est en train de se gonfler politiquement, essayer de récupérer pas mal de terrain. On le voit un peu en Syrie, tout ça. Mais finalement, c'est pas des prises de territoire gigantesques. Et donc à mon avis, il essaie de récupérer de l'argent. Hein. C'est vraiment de ce sens-là, c'est presque une organisation criminelle. On voyait que son fils, un de ses fils, ou son fils s'occupait de tout ce qui était le transport illégal du pétrole en Syrie, qui coûtait pas cher, et puis il le ramenait en Turquie. Et ça, l'aviation russe en 2015-2016 a complètement détruit tout ça. Donc on voit qu'ils sont quand même désespérés économiquement, ils essayent de marchander de la même manière que pendant plusieurs années, ils ont menacé les Européens en leur disant si vous ne passez pas de l'argent, on vous envoie les migrants. Alors les Allemands, évidemment, étant ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, donc faibles, ont accepté, ont versé des milliards d'euros aux Turcs. Donc je pense que c'est vraiment un rapport presque criminel avec eux. Et je conclurai en disant que les Turcs, les premiers qui leur taperont vraiment dessus, ils se calmeront très rapidement. Je ne pense pas qu'ils ont vraiment envie d'aller guerroyer comme ça. Par contre, je rajouterai un bémol. Quand on voit les négociations qu'il y a eu avec la fin de la guerre au Karabakh, on s'aperçoit que quand même, sur le Caucase, donc le Sud-Caucase, les Turcs sont en train de manière terrestre de connecter l'Azerbaïdjan avec le Nakhitchevan, qui est cette enclave au sud de l'Arménie, et la Turquie. Et on le sait parce que toute la zone sud du Karabakh a été prise. Hein, bon, ça a été ce qui a été pris en premier. Mais aussi, on s'aperçoit que dans les négociations, la zone sud de l'Arménie, qui s'appelle le Syunik, qui est une petite bande de terre qui relie l'Arménie avec la Turquie, vont avoir une nouvelle route ou même un chemin de fer où les Azéris et les Turcs pourront se déplacer les uns les autres. Ça, c'est un aveu de défaite terrible. Ça veut dire que le sud de l'Arménie va disparaître et il sera connecté pour les Turcs. Donc il a tout relié. Et ça, pour l'Arménie, c'est catastrophique. Perdre une partie de ses ressources économiques qui sont très fortes avec l'Iran. Beaucoup de camions passent. Il y a une route d'ailleurs que j'ai prise plusieurs fois. Et d'ailleurs, quand je couvrais la guerre là-bas, dernièrement, on était dans la zone arménienne, pas loin de la frontière iranienne, et on a été constamment bombardé. Et là, on n'est plus au Karabakh, on est vraiment sur le territoire national arménien. Et donc déjà, les Azéris commençaient à infiltrer des troupes, tout ça. Donc on peut estimer, en tout cas moi je pense ça, que tout ça, que la Turquie veut que tout ça soit relié. En partie parce qu'il y a beaucoup de pétrole qui vient de l'Azerbaïdjan. Ça se trouve, il y a eu un deal entre eux, on ne sait pas encore. Donc l'Arménie a perdu absolument sur tous les fronts et elle est en partie responsable de ça. Vers la fin de la guerre, j'ai pu voir et photographier comment les gens du Karabakh ont détruit toutes leurs maisons dans les zones qui allaient être récupérées par les Azéris. Ils tuaient tout leur bétail, d'ailleurs ils tuaient leurs chiens aussi avec une balle dans la tête. Généralement, ils coupaient les meilleurs arbres, ils se sont débarrassés de tout. Pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles, c'était pour que les Azéris n'aient plus rien.
Bon, ça, c'est une politique de terre brûlée classique, c'est rien de très... Mais la différence, là, c'est que c'est quand même chez eux. Il y a un côté très dramatique chez les Arméniens, et je pense qu'il explique en partie la raison pourquoi ils ont fait ça. Et on peut relier ça à leur passé historique qui est jonché de génocide, de massacres, de guerres. Un peu comme les Juifs, d'une certaine manière. Donc ils ont ce côté très, très, très sensible par rapport à leur passé. Et dès qu'il y a des événements comme ça fait ressortir toutes ces vieilles plaies, enfin ça réouvre pardon, toutes ces vieilles plaies. Évidemment, les Turcs avec leur génocide je crois que c'est 1918, 1922, bref, 1915, 1922. Donc tout ça ressort. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'Arméniens qui parlaient de génocide au Karabakh. Il n'y a pas eu de génocide au Karabakh. Enfin, je sais pas. Les pertes étaient en très grande majorité militaires. Elles ont pas été civiles. Il y a eu des morts civiles, mais il y en a toujours dans les guerres. Mais c'est surtout les soldats qui sont morts. Et par exemple, on le sait par rapport aux pertes enregistrées pendant la guerre. L'Arménie estime qu'elle aurait perdu à peu près 2700 tués, avec des centaines manquants, c'est probablement un peu plus. Là où il y a le vrai mensonge par rapport aux pertes, c'est du côté azéri, qui estime qu'elle aurait perdu à peu près le même nombre, ce qui n'est pas possible. Et les gens sérieux qui sont en train de calculer les pertes pensent qu'il y aurait plus entre 10 et 12 000 morts azéris en 6 semaines. Donc là, on est vraiment dans des pertes très lourdes en peu de temps. En contraste, les États-Unis ont perdu 4 500 morts en Irak en une décade, donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, j'ai pas vu ça personnellement. Les Azéris sont pas fous, ils sont trop intelligents pour faire ce genre de bêtises. Hein. Donc, ils ont, à mon avis, mené leur barre militaire et politique parfaitement. Et ils ont fait l'offensive à un moment idéal. Ils étaient prêts, et les Arméniens ne l'étaient pas, et ils ont perdu très rapidement. Jonathan Alperi, merci. Merci.